Bienvenue dans cette séance qui sera la dernière séance consacrée à l'expansion européenne au XVIIIe siècle, c'est-à-dire la première séquence du programme d'histoire de la classe de 4e. Et après avoir découvert la logique inhumaine mais ô combien commerciale de la traite négrière et du commerce triangulaire dans l'Atlantique, nous allons aujourd'hui nous pencher sur l'économie de plantation dans les colonies. Ce qui revient à se demander ce que deviennent les esclaves survivants de la traversée de l'Atlantique, du passage du milieu, ceux qui ont été déportés. On les a déportés d'Afrique vers le Nouveau Monde, d'accord, mais pour en faire quoi? Eh bien, tu vas le découvrir au cours de cette séance. Et nous allons nous demander plus globalement comment l'économie de plantation est-elle organisée dans les colonies des Antilles françaises au XVIIIe siècle. Au cours de cette dernière partie de la séance, nous allons décrire et découvrir ensemble les conditions de vie et de travail particulièrement éprouvantes pour les esclaves noirs dans les plantations coloniales. Si on prend des études d'historiens du XVIIIe siècle qui ont travaillé sur les plantations, notamment de canne à sucre des Antilles, on sait qu'une plantation moyenne faisait travailler entre 150 et 500 esclaves pour les plus importantes d'entre elles. Et que sur ces 150 à 500 esclaves qu'il fallait renouveler régulièrement pour remplacer ceux qui étaient morts d'épuisement, tout simplement, eh bien, pas plus de la moitié travaillaient à la culture des champs de canne à sucre que l'on appelle le jardin dans le langage des plantations. Et on a une description très précise que l'on doit à un témoin, un ami des Noirs, membre de la Société française des Amis des Noirs, qui s'est rendu à Saint-Domingue et qui nous décrit le quotidien de ces esclaves affectés aux travaux agricoles, aux travaux des champs. Et il nous dit que ceux qui vont au jardin sont réveillés avant l'aurore par le claquement du fouet du commandeur, chargé d'inspecter leur conduite et de punir leur négligence. Donc déjà, il y a un vocabulaire particulier à la plantation, jardin, je l'ai déjà expliqué, mais on apprend que le chef des Blancs chargé de surveiller les esclaves noirs, eh bien, s'appelle le commandeur. Et on sait aussi que la relation entre les Blancs et les Noirs est une relation de contrainte, est une relation de domination symbolisée donc par le fouet. Et ça s'explique très largement par le fait que les Blancs sont très minoritaires, je te le rappelle, on l'a vu, et que la minorité blanche ne peut imposer à la majorité noire un travail très dur que sous la contrainte. Donc le fouet est l'objet qui symbolise cette domination, cette oppression blanche sur les Noirs. Et donc tu peux voir à l'arrière-plan de la gravure un blanc qui est en train de fouetter un noir qui visiblement a été surpris à paresser, à ne pas travailler correctement. Mais tu noteras que le deuxième homme blanc qui surveille un groupe de travailleurs a un pistolet passé à la ceinture parce qu'effectivement les Noirs ont l'avantage du nombre. Donc, si jamais ils décidaient de se révolter tous en même temps, le fouet du blanc serait bien insuffisant pour les stopper dans leur révolte. C'est ce qui explique aussi d'ailleurs que la nuit, les blancs se claquemurent dans leurs maisons, dans leurs habitations,
tout volet fermé, malgré la chaleur ambiante, hein, parce que sous les tropiques, la nuit, il fait chaud aussi, mais il ne faut surtout pas laisser une fenêtre ouverte parce que des esclaves noirs pourraient en profiter pour s'introduire dans la maison, pour égorger le maître et sa famille. Les Blancs sont d'autant plus violents qu'ils craignent une révolte des Noirs jour et nuit, parce que tu l'auras noté, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais il n'y a pas de grillage, il n'y a pas de barbelés, il n'y a pas de mur. Les Noirs peuvent aller et venir, de jour comme de nuit. Ce n'est pas une prison. Donc, si l'on veut que les Noirs obéissent, eh bien, il faut être cruel, il faut être violent, il faut utiliser le fouet. À midi, on leur accorde 2 heures, non pour prendre un repos si nécessaire sous ces latitudes quand on a labouré 7 heures, mais pour aller préparer leur repas. Et le repas, en général, il est simplissime. Parce que si l'on reprend notre vue générale d'une plantation, tu peux voir qu'il y a un espace qui n'est pas cultivé, qui apparemment est laissé à la nature. C'est l'espace désigné par la flèche rouge. Mais en fait, cet espace est cultivé, mais par les Noirs, sur leur temps libre, pour se nourrir. C'est-à-dire que non seulement ils se tuent au travail pour faire pousser la canne à sucre, mais en plus, sur le maigre temps qui leur est laissé, et alors qu'ils sont épuisés de fatigue, ils doivent cultiver pour se nourrir. Donc là, on ne cultivera pas de la canne à sucre, mais on va cultiver du manioc, ce tubercule qui va permettre de donner une farine, la farine de manioc, qui constitue la base de l'alimentation des esclaves. Et on fera pousser aussi des bananiers, parce que la banane pousse très bien sous les tropiques et que ce fruit est très vitaminé et qu'il est indispensable à la survie des esclaves et de leurs familles. Donc ça veut dire qu'au moment de la pause repas, si on peut l'appeler ainsi, les esclaves du jardin ont déjà fait l'équivalent d'une journée de travail, ou presque. Mais c'est pas fini. Parce que, comme le précise encore le pasteur Frossard, à 2 heures précises, le commandeur rappelle à la plantation. Et j'imagine que les retardataires seront accueillis à coups de fouet. Et le travail dure jusqu'à la nuit pour ceux qui ne sont pas obligés de veiller au moulin, c'est-à-dire pour ceux qui travaillent donc au jardin et qui ne travaillent pas dans les bâtiments. Et alors, la précision a l'air sans intérêt, mais en réalité, si on y réfléchit, quand on sait que la durée du jour sous les tropiques, or avec les Caraïbes, avec Saint-Domingue, on est sous les tropiques. La durée du jour est équivalente à celle de la nuit. Ça veut dire que la nuit tombe tard. Et tant qu'on peut travailler à la lueur du jour, eh ben on travaille. Donc ça veut dire que l'esclave peut travailler des journées de 10 à 12 heures sur les champs de canne à sucre. Et pour ceux qui travaillent dans les bâtiments, c'est encore pire parce que eux ne s'arrêtent pas à la tombée de la nuit, parce qu'ils vont pouvoir travailler, alors non pas à la lueur de la lampe électrique évidemment, mais ils vont pouvoir travailler à la lueur des lampes à pétrole, ce qui fait que le travail dans les bâtiments du moulin, de la chaudière, de la purgerie, eh bien le travail peut se faire, comme on dit aujourd'hui, H24, c'est-à-dire toute une journée. Ce que nous précise d'ailleurs Frossard. Le travail de ceux qui sont au moulin ou aux chaudières est extrêmement pénible et demande des ouvriers très exercés. Aussi l'excès de fatigue tue-t-il bientôt ceux qui y sont soumis. Et oui, parce que j'imagine que quand on vit, qu'on travaille déjà dans un milieu où il fait naturellement 30 degrés en permanence et qu'en plus, pour récolter le sucre, eh bien, il va falloir utiliser des chaudières. Là, j'imagine que les températures deviennent absolument infernales.
Et quant aux ouvriers qui sont en train de presser des tiges de canne à sucre pour en extraire le jus qui donnera le sucre, eh bien, on voit qu'on a un système de meules cylindriques entre lesquelles les ouvriers passent les tiges. Les tiges sont donc broyées et c'est cela qui va permettre au jus du sucre de s'écouler. Alors il y a un terme technique d'ailleurs pour jus de sucre, mais j'avoue que là je l'ai un peu oublié. Et le problème, c'est que les deux hommes qui se font face et qui ne se voient pas d'ailleurs, puisqu'ils sont séparés par les trois presses cylindriques, peuvent rester 12 heures devant leur presse, et pendant que deux autres vont, par un mouvement de rotation, entraîner les presses à tourner les unes à tourner les presses cylindriques sur elles-mêmes, et donc entraîner le système de broyage des tiges. Donc ça veut dire que les deux là qui sont debout vont tourner en permanence dans la pièce. Ça doit être aussi épuisant, ça doit rendre fou. Mais ce que je veux dire, c'est que les ouvriers qui enfilent les tiges dans les presses, au bout d'un moment, soit parce que le mouvement est très très répétitif, soit parce qu'ils se fatiguent, ils risquent fort d'introduire non seulement la tige, mais aussi leurs doigts, au risque de voir leurs doigts broyés. Et on sait qu'il y a de très nombreux accidents qu'on pourrait qualifier d'accidents du travail. Et le comble, c'est que les ouvriers qui se font broyer leurs doigts sont punis. Parfois on leur coupe la main pour les punir de leur maladresse, parce que non seulement ils ne peuvent plus travailler à ce poste, puisqu'il va maintenant leur manquer des doigts, mais en plus leurs doigts broyés ont provoqué le gaspillage du sucre, parce que le sucre mélangé au sang et à la chair, à la pulpe des doigts des esclaves, est maintenant invendable. Et si l'on s'intéresse aux esclaves, donc il y a ceux qui vont travailler à couper de la canne à sucre à coups de machette à longueur de journée, ou à cultiver le jardin, c'est-à-dire les champs de la plantation. Il y a ceux qui vont travailler dans les bâtiments dans lesquels le sucre va être produit. Mais il y a aussi une partie, alors c'est la moins nombreuse, c'est celle qui aura l'existence peut-être la moins difficile, qui fera d'ailleurs que ces esclaves seront parfois jalousés par les autres. Je parle des esclaves dits domestiques, c'est-à-dire ceux qui vont être au plus près des maîtres blancs, des propriétaires des plantations, pour les servir dans leur maison au quotidien, comme je sais pas moi, comme cuisinier, comme majordome, femme de ménage, nourrice pour les enfants, homme à tout faire. Et on en a une illustration avec cette caricature, parce qu'il s'agit bien d'une caricature, d'une mademoiselle d'Ego, créole fort riche de Saint-Domingue, que le sieur bourgeois de Bogne a depuis épousé. Elle a été dessinée par un artiste qui s'appelait Carmontel, et Carmontel l'a dessinée avec son nègre Laurent en 1766. Et il est précisé que le mari, après avoir été successivement maître des requêtes, conseiller d'État, ministre de la Marine, vient de mourir, laissant sa veuve très consolable, avec 40 ou 50 000 livres de rente, ce qui est une somme phénoménale, qu'elle mange le plus tranquillement du monde. Autrement dit, cette femme n'a pas de souci à se faire pour ses fins de mois, puisque son mari, en mourant, lui a laissé la direction d'une immense plantation coloniale à Saint-Domingue. Et on voit cette femme, alors il est précisé qu'elle est créole, c'est-à-dire
qu'elle est métisse, elle a probablement du sang africain dans les veines, un ancêtre qui était probablement esclave et qui a eu un enfant donc avec un blanc. Alors parmi les créoles célèbres, il y aura aussi celle Joséphine de Beauharnais, celle qui deviendra plus tard l'épouse de l'empereur Napoléon Ier. Et donc cette créole dont on n'aperçoit pas tellement d'ailleurs les origines africaines sous le blanc du fard et du maquillage, eh bien joue tranquillement du clavecin avec son esclave Laurent à ses pieds. Ça en dit long sur la relation de domination des Blancs par rapport aux Noirs. Mais ce Noir-là n'a pas à se plaindre parce qu'il est fort bien habillé, ma foi. Il est probablement très bien nourri aussi. Il a une vie ô combien plus agréable que les esclaves de la plantation qui sont habitués à travailler très dur et d'être motivé à le faire à coups de fouet. Donc lui, il échappe à tout ça, mais par contre que l'on ne s'y trompe pas. L'esclave Laurent a tout intérêt à ne pas lasser, à ne pas fâcher Mademoiselle Dégot, parce que si Mademoiselle Dégot finit par se lasser de sa petite poupée noire ou de son jouet, parce que c'est bien un peu à cet état-là qu'est réduit l'esclave, eh bien, elle risque de le chasser, de le renvoyer de la maison, de le remplacer par un autre, et il risque fort de devoir goûter au coup de fouet et à se mettre à travailler, à récolter la canne à sucre. Donc, son avenir, pour l'instant, est confortable à cet esclave, mais ça peut être très éphémère. Et si Mademoiselle Dégot fait des erreurs en jouant sur son clavecin, eh bien le nègre Laurent a intérêt à applaudir comme si de rien n'était pour plaire à sa propriétaire, à sa patronne, Mademoiselle Dégot. Et donc, comme l'illustration qu'on vient de voir, Mademoiselle Dégot et son nègre Laurent nous l'évoquent, il faut qu'on parle des relations, de la codification des relations entre maître et esclave. Et il faut savoir que pour les colonies françaises, et uniquement pour les colonies françaises, parce que chaque empire colonial va avoir ses propres règles, ses propres lois, mais pour les colonies françaises, le Code noir va servir de cadre législatif, c'est-à-dire de cadre de loi. Le Code noir, c'est Louis XIV qui l'a mis en place, au XVIIe siècle, c'est-à-dire en 1685. Donc c'est la preuve que le commerce triangulaire et l'exploitation sucrière des Antilles ne remontent pas au XVIIIe siècle, mais remontent à bien avant. Eh bien, le Code noir et ses 60 articles, signés de la main du roi de France Louis XIV, l'inventeur de l'absolutisme, va codifier de manière très stricte les relations entre les maîtres et leurs esclaves. Alors si on prend juste quelques articles particulièrement importants, ici on commence par article 2. Tous les esclaves qui seront dans nos îles seront baptisés et instruits dans la religion catholique. Là on reconnaît bien la patte personnelle du roi de France, Louis XIV, qui est un catholique convaincu, et qui a d'ailleurs, et qui quelques années plus tard interdira d'ailleurs le protestantisme en France, par l'édit de Fontainebleau. Et cela veut dire que, à ses yeux, les esclaves ont besoin de faire la connaissance du Christ, et quand bien même ils auraient une religion
qu'un chrétien, qu'un catholique pourrait qualifier de païenne, de polythéiste, eh bien, l'esclave n'a pas le choix, il sera converti à la religion catholique, puisqu'elle est obligatoire. Elle est déjà obligatoire pour les colons français, donc pourquoi ne le serait-elle pas pour les esclaves? Et dans l'esprit de Louis XIV, encore une fois, obliger les esclaves à devenir catholiques, c'est leur rendre service. Article 12. Les enfants qui naîtront des mariages entre esclaves seront esclaves et appartiendront aux maîtres des femmes esclaves. En fait, on est un peu dans la logique des serfs du Moyen-Âge, ces paysans non libres, c'est-à-dire l'idée que l'esclavage est héréditaire et que des enfants de parents esclaves appartiennent au maître. Il en devient le propriétaire puisque les parents transmettent leur statut d'esclave à leurs enfants. Donc on est un peu dans cette logique finalement de l'éleveur qui voit sa vache avoir un petit veau et pour qui c'est une bonne nouvelle parce que le petit veau finalement devient la propriété de l'éleveur. Bon, on est dans la même logique. Article 22. Seront tenus les maîtres de faire fournir par chacune semaine à leurs esclaves, pour leur nourriture, 2 pots et demi de farine de manioc ou 3 cassaves pesant chacune 2 livres et demi au moins, ou chose équivalente avec 2 livres de bœuf salé. Bon, une cassave, on va faire simple, c'est une unité de mesure de poids. Donc en fait, là, cet article 22, très clairement, c'est un droit de l'esclave. Il n'y en a pas beaucoup dans le Code noir, mais il y en a quand même quelques-uns, la preuve, et un devoir pour le maître. Le maître doit veiller à ce que son esclave soit convenablement nourri, lui et sa famille. Bon, ceci dit, si on réfléchit bien, il n'est pas dans l'intérêt du maître de faire mourir de faim l'esclave et sa famille, parce que surtout si c'est pour le faire travailler au jardin ou même dans les bâtiments de la sucrerie, l'esclave va s'épuiser au travail, donc s'il n'est pas nourri correctement, il va s'épuiser d'autant plus vite et il mourra d'autant plus rapidement. Donc ça n'est pas du tout dans l'intérêt du maître de faire mourir de faim ses esclaves. Mais néanmoins, il faut croire que certains maîtres ne tenaient pas à ce raisonnement logique et Louis XIV impose donc comme obligation aux maîtres, sous peine d'ailleurs de perdre la propriété de leurs esclaves, oblige les maîtres à les nourrir correctement. Accessoirement, ne pas nourrir son esclave, c'est risquer aussi de provoquer une émeute, une révolte. Et c'est aussi la raison qui sous-tend la volonté de Louis XIV d'offrir des droits aux esclaves. Tout sauf une révolte. Si l'on continue avec l'article 33, il nous est dit que l'esclave qui aura frappé son maître, sa maîtresse ou le mari de sa maîtresse ou leurs enfants sera puni de mort. Alors là, j'allais dire que les maîtres, les planteurs, c'est-à-dire les propriétaires des plantations, n'avaient pas attendu Louis XIV pour mettre à mort l'esclave qui avait osé se révolter. Mais là, c'est officiel, là c'est un droit du maître, celui de faire exécuter l'esclave qui aura commis un acte impardonnable parce que, au fond, le maître n'a pas le choix. S'il pardonne à un esclave de l'avoir frappé, eh bien, il donne l'impression de faire preuve de faiblesse. Or, comme je te l'ai expliqué tout à l'heure, les Blancs qui sont minoritaires se doivent d'être craints. S'ils ne sont pas craints et donc s'ils ne sont pas respectés,
leur existence risque d'être brève. Donc en fait, le maître a le droit de faire exécuter l'esclave qui s'est révolté, mais j'allais dire, de toute façon, il n'a pas tellement le choix. Alors pour ce qui concerne par contre l'esclave qui cherche à s'enfuir, et je te l'ai expliqué, c'est d'autant plus facile, surtout la nuit, que il n'y a pas de grille, il n'y a pas de grillage, il n'y a pas de mur, donc en fait on peut se faire la belle comme on veut finalement. Sauf qu'une fois que l'esclave s'est enfui, il faut qu'il se débrouille par lui-même dans la jungle particulièrement hostile, parce qu'il doit s'éloigner le plus possible des plantations et donc des hommes. Et ça veut dire que beaucoup d'esclaves se rendent compte que ils ont fait une bêtise en s'enfuyant de la plantation, parce qu'ils sont incapables de s'organiser pour survivre. Et donc, il arrive que des esclaves qui s'étaient enfuis de la plantation finissent par revenir en espérant qu'on leur pardonnera. Et le Code noir a prévu ce cas. C'est l'article 38 qui nous précise que l'esclave fugitif qui aura été en fuite et qui aura été soit repris ou soit qui sera revenu de lui-même, aura les oreilles coupées. Alors ça, c'est assez habile, parce que les oreilles coupées, ça doit être très douloureux, et puis pour tous les autres esclaves, ça sera la preuve vivante de ce qu'il en coûte de chercher à s'enfuir, parce qu'un esclave qui n'a plus d'oreilles, ça se voit quand même. Mais en même temps, avoir les oreilles coupées, ça n'empêche pas quand même, de pouvoir continuer à travailler. Et il sera marqué d'une fleur de lys sur une épaule, c'est-à-dire qu'il sera flétri, c'est comme ça que l'on disait à l'époque. Ça veut dire qu'il sera rabaissé au rang des criminels, puisque dans le royaume de France, ce sont les criminels que l'on flétrissait en leur imposant le marquage au fer rouge, les criminels et les prostituées d'ailleurs, que l'on marquait d'une fleur de lys au fer rouge sur une épaule. S'il récidive, il aura le jarret coupé. Donc s'il s'enfuit une deuxième fois, on ne pourra plus lui couper les oreilles, mais il aura le jarret coupé, c'est-à-dire on le mutilera, c'est-à-dire qu'on lui tranchera les muscles à l'arrière du genou, ce qui fait qu'il sera boiteux toute sa vie. Ça sera d'autant moins pratique pour s'enfuir à nouveau. Ça l'empêchera probablement de travailler partout, mais il pourra malgré tout encore rendre des services. Alors par contre, à la troisième fois, là par contre, il n'y a plus de pardon, il sera puni de mort. Et là encore, c'est pas pour rechercher des excuses au maître, mais le maître se doit de donner un exemple qui épouvantera les autres esclaves. Parce que si le maître pardonne trop facilement et sans que l'esclave ait rien à craindre, s'il pardonne une évasion, une fuite, pourquoi les autres esclaves de la plantation n'en feraient pas autant? Par contre, le maître est obligé de respecter le code noir, donc il ne peut pas décider de tuer son esclave dès la première tentative de fuite. Article 42. Pourront seulement les maîtres, lorsqu'ils croiront que leurs esclaves l'auront mérité, les faire enchaîner, les faire battre à coups de fouet. Leur défendons, interdisons, de leur donner la torture. Alors cet article, il est intéressant parce que il semble donner raison aux maîtres qui font preuve de brutalité envers leurs esclaves, notamment les esclaves qui ne travaillent pas suffisamment à leurs yeux. Mais en même temps, Louis XIV fixe des limites très strictes. Faire fouetter, oui, mais il est interdit aux maîtres de pratiquer la torture. Alors, c'est pas tellement par compassion pour l'esclave, par pitié pour l'esclave, mais là encore, c'est toujours pour la même raison, c'est pour éviter absolument une révolte des esclaves contre leur maître. L'article 44 est formulé de la manière suivante: déclarons les esclaves être meubles. Ça veut dire que parce qu'ils sont des esclaves, ils peuvent être vendus
avec la terre, la plantation qu'il cultive, et que donc l'esclave peut changer de propriétaire comme le maître change de chemise, et que bien entendu dans ces conditions, le maître n'a pas à demander l'avis des esclaves s'ils veulent travailler pour un autre propriétaire. Ils n'ont pas voix au chapitre, on ne leur demande pas leur avis, ce sont des esclaves après tout. Ceci dit, même si la violence est codifiée, encadrée, même si le maître n'a pas tous les droits et n'a notamment pas droit de vie et de mort sur son esclave, sauf dans des cas très particuliers, la violence est courante, la violence est quotidienne, et encore une fois, la violence est nécessaire aux Blancs pour imposer la terreur aux esclaves noirs. Ce que dénonce l'abbé Grégoire, qui est aussi un des fervents supporters de la cause des anti-esclavagistes, qui est un des membres de la Société des Amis des Noirs en France, et qui explique que, alors là, il prend un exemple anglais, mais il aurait très bien pu le prendre dans les colonies françaises. C'est en 1789 que de Kingston en Jamaïque, on écrivait « Outre les coups de fouet par lesquels on déchire les nègres, c'est-à-dire on les fouette jusqu'au sang, on les muselle pour les empêcher de sucer une de ces cannes à sucre arrosées de leur sueur, et l'instrument de fer avec lequel on leur comprime la bouche empêche encore d'entendre leurs cris lorsqu'on les fouette. » Donc en fait, un peu comme un chien, eh bien on muselle l'esclave parce qu'effectivement il ne faudrait pas que les esclaves se gorgent de la canne à sucre qu'ils sont censés récolter. C'est un peu comme si aujourd'hui on mettait un bâillon aux vendangeurs parce qu'ils ne doivent pas goûter le raisin qu'ils doivent ramasser pour la récolte des vignerons. Ça prouve vraiment qu'on est dans une relation très violente au profit des maîtres blancs. Et on voit sur cet autre tableau, sur cette autre description de l'abbé Grégoire, que fouetter un esclave est donc une chose assez courante, mais que en plus, on voit que c'est un esclave qui en fouette un autre. L'homme blanc qui assiste au spectacle, en famille d'ailleurs, avec son épouse et son enfant, eh bien, ne va pas se fatiguer à donner le fouet lui-même, il va le faire par un esclave, et si l'esclave ne veut pas être fouetté à son tour, il a intérêt à obéir et à ne pas lésiner sur les coups de fouet. Ceci dit, encore une fois, il y a un équilibre à trouver, et c'est l'ambition du Code noir, parce que si le maître apparaît comme trop cruel, trop injuste, eh bien, il risque de pousser ses esclaves soit à la fuite, et notamment à la fuite collective, soit à la révolte. Et là, sur cette dernière diapo, tu as les 3 gros problèmes auxquels se heurtent les planteurs, les maîtres des plantations blancs. D'abord, la fuite individuelle. C'est l'image en haut à gauche. La fuite individuelle, celle qui a été prévue par le Code noir, les oreilles, le jarret, la mort à la 3e tentative. Bon, c'est d'autant plus facile, encore une fois, que, surtout de nuit, on peut se déplacer dans la plantation comme on veut. Donc on peut la quitter très facilement, et une fois qu'on s'est réfugié dans la forêt, bien malin qui pourra retrouver votre trace. Mais comme je te l'ai expliqué, bien malin l'esclave qui arrivera à survivre dans de telles conditions. Après, il y a la fuite collective, c'est l'image du dessous, où c'est carrément toute une famille, voire pourquoi pas la moitié de la plantation, qui décide de s'enfuir
ce qui augmente leurs chances de survie parce que on peut imaginer que les plus forts dans un groupe, s'ils arrivent à s'organiser dans la jungle hostile ou dans la montagne, peuvent espérer survivre beaucoup plus facilement qu'un individu isolé. Mais la pire menace pour les planteurs, c'est probablement ceux qu'on appelle les nègres marrons, et qui sont non seulement des esclaves en fuite, mais des esclaves qui se sont organisés pour survivre, mais qui en plus ont l'ambition de s'attaquer aux blancs, de dresser des embuscades aux blancs. Donc ça nécessite qu'ils s'arment, qu'ils volent des armes, et ils ont l'intention d'aider leurs frères à se libérer de l'esclavage des blancs, mais aussi ils ont l'ambition d'aller régler leurs comptes avec leurs anciens maîtres, c'est-à-dire les tuer. Et ça, les nègres marrons, c'est vraiment le cauchemar des planteurs, et c'est ce phénomène que veut éviter le Code noir de Louis XIV, parce que ils font régner l'insécurité dans les îles à sucre. Il faut envoyer contre eux la troupe, et c'est pas très bon pour le commerce. Et puis, s'il provoque une émeute dans une plantation, il y a le risque que ça soit le début d'une révolte qui embrase toute l'île, qui mettrait en danger non seulement la vie des colons blancs, mais aussi la survie des plantations, parce que les Noirs qui s'en prennent aux Blancs les armes à la main savent qu'ils signent leur arrêt de mort, on ne leur pardonnera pas. Donc les Noirs qui se révoltent contre les Blancs vont non seulement tuer les Blancs qui vont tomber sous leurs mains, mais ils vont aussi détruire les bâtiments, brûler les champs de canne à sucre. Et ça, c'est le scénario catastrophe que voulait justement éviter le Code noir.